Eric est venu faire un stage sur mesure de 4 jours et vous allez voir, c'est pas un manchot. Chez lui, il a un atelier bien équipé, il maîtrise déjà pas mal le travail du bois et du coup, il sait fabriquer 5 manches de guitare en suivant des tutos sur internet. Et il a fabriqué aussi plusieurs corps. Principalement, c'est du bois de récup qu'il a utilisé. Il a fait des assemblages pour faire différents corps, il a mis des bindings, il a fait de la gravure laser dessus. Bref, il s'est plutôt fait plaisir et franchement, c'est super bien fait. En plus, moi, ça me plaît bien parce que c'est plutôt des types Gibson Junior et c'est totalement ce que j'aime. Le seul problème, c'est qu'il se sentait pas de faire les neck pockets avec renversement, ni de coller le manche, ni de faire l'assemblage, ni de faire l'électronique, ni de faire tous les réglages. C'est pour ça qu'il est venu faire tout ça en stage. Donc on a choisi un de ses modèles, une Les Paul double cut, et pendant son stage sur mesure, on a pu terminer la guitare et vous allez voir, elle est vraiment classe. Comme d'habitude, je vous conseille de bien regarder la vidéo en entier parce qu'elle est bourrée d'astuces si vous voulez vous fabriquer vos guitares. Et puis sinon, si vous voulez venir faire un stage de lutherie à mon atelier, eh bien je vous laisse me contacter, on parlera de votre projet et puis je pourrai vous faire un devis. Si vous êtes déjà équipé chez vous, par contre, vous pouvez suivre mes formations en ligne, je vous mets le lien dans la description, il y a de quoi apprendre facilement les réglages, faire de la fabrication pour les débutants ou pour les plus expérimentés, bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. On a commencé la première journée par de la découverte sur la conception et les réglages de guitare. Donc on a commencé par travailler sur une guitare d'Eric et on a regardé comment elle était faite et comment elle était réglée. Cette guitare, c'est celle-ci, c'est une SG100 vintage, elle est vraiment magnifique. On a fait quelques contrôles donc et on a commencé par la hauteur des cordes au niveau du sied. On a regardé comment était réglée l'action des cordes à la 12e case. Et pendant qu'Eric mesure, moi je consigne les valeurs dans un tableau sur mon ordinateur. Et on a ensuite réglé l'intonation de la guitare grâce au vis de réglage du chevalet. Alors là, j'ai pas tout filmé sur cette première guitare, mais on a parlé aussi du diapason, on a parlé de la courbure du manche, et de tous les points de conception de la guitare qui font qu'elle peut être confortable et qu'elle peut être juste. Ensuite, Eric avait amené une deuxième guitare, une PRS, elle était aussi magnifique, une guitare vintage, bref, on s'est fait plaisir. Donc on a fait des exercices de diapason sur cette guitare, on a fait des contrôles de radius, on s'est occupé de la courbure du manche, on a passé un petit peu de temps à parler aussi des chevalets flottants, enfin des vibratos. On a regardé comment fonctionne le réglage des ressorts. Et sur cette guitare, on s'est assuré qu'on avait un chevalet réglé en position fixe, puisque Eric n'utilise pas le vibrato. On a appris à contrôler la courbure du manche avec plusieurs méthodes différentes, certaines avec des outils, certaines sans outils. On s'est occupé bien entendu du réglage de l'action des cordes, de la mise au radius des cordes pour que l'action soit homogène sur tout le manche. On a contrôlé qu'avec tous ces réglages, la guitare ne frisait pas ni à vide ni dans aucune case. Et on a pu finir par le réglage de l'intonation. Alors moi j'aime bien toujours rapprocher ça de la théorie, c'est-à-dire faire mettre les pontets dans la position théorique sans contrôler à l'accordeur, et ensuite on contrôle à l'accordeur. Et quand on fait ça, quand on connaît bien sa guitare, eh bien on se rend compte qu'au niveau de l'intonation, on est quasiment réglé sans avoir contrôlé à l'accordeur. Donc je trouve que c'est un bon exercice qui permet de comprendre que la justesse de l'instrument, elle va dépendre de plein de paramètres, comme le tirant des cordes, l'action des cordes, le diapason de la guitare, et le recul des pontets qu'on va régler pour compenser cette intonation. Et quand on connaît tout ça, eh bien on est capable d'anticiper un petit peu la position des pontets. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets de réglage que vous avez vus, eh bien je les aborde en détail dans ma formation en ligne sur les réglages de guitare. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Eric avait ensuite emmené une troisième guitare, donc ça c'est une Telecaster de My Dream Partcaster, donc une guitare assemblée. Il avait fait un changement de micro dessus et il avait un buzz au niveau de l'électronique. Donc on a démonté le câblage, on l'a contrôlé, on a corrigé quelques soudures et tout est rentré dans l'ordre. Voilà la fin de cette première journée qui a été bien remplie, dans laquelle on a fait un gros module théorique sur la conception de guitare, la justesse, le confort et les réglages. Et on a pu mettre tout ça en pratique donc sur ces trois guitares-là, de quoi être quasi autonome. Après, il reste plus qu'à pratiquer tout seul à la maison. Les 3 jours suivants, on est donc passé à la fabrication de la guitare, enfin à la fin de la fabrication de la guitare, donc sur le modèle double cut qu'on avait choisi. Et on a commencé par faire le neck pocket avec un angle de renversement puisqu'on utilise un chevalet wraparound qui a une position un petit peu haute, donc le manche nécessite un angle de renversement pour que l'action ne soit pas trop éloignée du manche. Donc on a commencé par faire un neck pocket
plat, sans le faire trop profond. Ça permettait déjà de le dégrossir. Et ensuite, malheureusement, j'ai pas filmé. Mais on a fait le calcul d'angle de renversement nécessaire par rapport à la géométrie du manche, du corps et du chevalet. Une fois que cet angle a été trouvé, on a mis en place le gabarit avec un angle. Donc on a mis une petite cale en dessous, à la bonne position pour que l'angle que l'on souhaitait puisse être respecté. Et on a ensuite terminé la défonce grâce à la plongée de la défonceuse. Sur l'image qui arrive, on voit la cale sur laquelle reposait le gabarit de Neck Pocket qui a permis de faire un angle. Et donc là, on teste l'ajustement du manche, on voit qu'on est nickel, il restera juste à enlever la partie du talon qui dépasse, cette partie-là qui sera d'ailleurs cachée par le pickguard à la fin. Pour le profilage du manche, on a utilisé la technique des facettes. Donc on trace les facettes, on matérialise les traits avec des scotch bleus. Je trouve que c'est beaucoup plus visuel que le crayon à papier. Et ensuite, il suffit de rejoindre les scotch avec une râpe à bois. En l'occurrence, moi j'utilise la râpe Shinto pour dégrossir et ensuite une râpe Oryu pour la finition. Au fur et à mesure qu'on a avancé les facettes, on a aussi dégrossi les transitions à la tête et au talon. C'est beaucoup plus simple de les faire à l'avancement comme pour les facettes. Et une fois que les facettes sont terminées, on termine le galbe du manche avec une lime pour effacer les traces de râpe. Et on passe ensuite au papier abrasif en montant en grain, ce qui permet d'avoir après une finition nickel. Et on s'est arrêté au grain 600. Avec le manche assemblé, on a mesuré le diapason pour trouver la position qu'on allait donner à notre chevalet. Donc ça, il faut bien prendre son temps, il faut être précis parce que c'est un élément extrêmement important sur la guitare. On a réalisé la défonce du micro P90. Pour ça, on a recyclé un gabarit de SG Junior, puisque c'est la même forme de défonce de micro. On a fixé le gabarit avec la technique du scotch de masquage et de la super glue, ça vous connaissez. J'aime bien dégrossir les cavités avec une mèche à bois, ça permet de moins forcer avec la défonceuse qui reste un outil qui est quand même dangereux. Et pour éviter les éclats et les à-coups avec la défonceuse, on enlève toutes les parties qui pourraient accrocher avec un ciseau à bois. On peut enfin défoncer avec la défonceuse jusqu'à la profondeur souhaitée. Ensuite, avec des forêts bois assez longs, on réalise les liaisons entre la cavité micro et la cavité électronique qui est sur le dessous du corps. On peut aussi faire le perçage pour positionner le jack. Pour la finition, on a utilisé les teintes Nitorlac. Eric a pu choisir parmi mon nuancier la couleur qu'il souhaitait. Donc il a choisi une couleur unie sur le dos et les tranches de la guitare, la même chose sur le manche, et ensuite un burst sur la table de la guitare et sur la tête. Vous allez voir, ça rend vraiment bien. On a protégé le binding avec du scotch de masquage, parce que son binding était très joli, et même s'il était foncé, on ne voulait pas le salir. On a fait le test de burst sur la tête en premier, donc on a fait un fond jaune et ensuite un liseré de la même couleur que le corps et on a fait mélanger les deux couleurs au niveau de la transition en faisant différents mélanges avec de l'eau et de la teinte. Ça prend un certain temps. Si besoin, on adoucit les couleurs par ponçage et ensuite on les renforce en repassant de la teinte et on arrive au résultat souhaité. Même procédé sur le corps, donc une base de jaune sur l'ensemble du corps et ensuite un petit liseré noir. Il faut vraiment pas le faire trop épais, il vaut mieux qu'il soit trop fin au départ et qu'on l'élargisse ensuite. Donc là on a fait le liseré foncé tout autour et ensuite on a fait fondre les couleurs ensemble. Pendant que la teinte séchait, on est passé à l'électronique. Donc là, on a passé plusieurs heures à faire un cours théorique sur l'électronique. Le but, c'était qu'Eric comprenne le fonctionnement d'un micro, savoir comment c'était fabriqué, comment ça fonctionne, qu'il comprenne le fonctionnement des schémas de câblage, voilà, le trajet du son, qui va partir du micro jusqu'au jack, savoir tout ce qui se passe dans cette chaîne en fonction des composants qui sont à l'intérieur. Donc on a décortiqué les schémas de câblage, on a regardé le fonctionnement des potentiomètres, des condensateurs, des sélecteurs. On a remis tout ça bout à bout, ce qui a permis à Eric de bien comprendre comment fonctionnait un schéma de câblage et ensuite de faire son propre câblage pour cette Les Paul Junior. Sachant que sur les Les Paul Junior, c'est des câblages qui sont quand même simples, mais il avait tout bien compris. On est donc passé aux soudures pour faire un câblage type SG Junior, tout ce qu'il y a de plus classique. Avant de coller le manche, on a abaissé le tenon pour pas qu'il dépasse de la table, puisque je rappelle qu'il y a un angle d'inclinaison sur le neck pocket, donc on enlève la partie qui dépasse de la table une fois que le manche est collé.
Là, j'ai pas d'image, mais après la teinte, une fois qu'elle était sèche, on a mis de l'Odies Oil. Donc, c'est une huile monocouche qui sèche en 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on vient enlever le surplus, on vient le lustrer avec une serviette éponge. Donc là, c'est ce que Eric est en train de faire et ça donne un aspect satiné, ciré au corps. Et c'est vraiment très sympa. Ça fait ressortir un peu les couleurs et là, on voit que le burst qui a été fait correspond bien à l'idée qu'on en avait et il est franchement réussi. Avant de coller le manche, comme la finition est déjà faite, on va protéger les joints avec du scotch bleu. C'est pour que le surplus de colle vienne sur le scotch et ne vienne pas salir la finition. Si on avait décidé de coller avant la finition, c'est possible aussi, mais il faut bien penser à nettoyer le joint avec de l'eau et une brosse à dents par exemple au moment du collage, parce que s'il y a des résidus de colle au niveau du joint, c'est quand même une zone qui est difficile à poncer ensuite dans les angles et là-dessus la teinte ne tiendra pas. C'est pour ça que je préfère moi faire les teintes avant de coller le manche quand on est dans ce cas-là. Ensuite, en collage du manche, donc là on est à la fin du jour 3. Il faut pas mettre trop de colle, ça sert à rien, juste ce qu'il faut. Et puis on sécurise avec des serre-joints. On s'assure qu'on a bien tout mis en place, que le manche est bien collé, que le fond du talon plaque bien au fond du corps avec l'angle qu'on avait fait. Et puis on laisse ça sécher pour la nuit. Quatrième et dernier jour de stage. On a laissé sécher le collage du manche. On peut donc enlever le scotch. Alors attention avec le scotch, ça peut abîmer un petit peu la finition. Là, on a eu le cas, mais avec cette finition-là, c'est pas grave. On a remis une couche juste au niveau du scotch, donc une couche de Odies Oil, et ça a tout réparé. C'est complètement invisible. On a pu percer, maintenant que le manche était collé, les inserts pour le chevalet. On les avait tracés avant, mais là, ça nous a permis de vérifier une fois le manche collé qu'on était au bon endroit. Et avant de mettre les inserts, on n'oublie pas de mettre le fil de masse qui permettra de raccorder le chevalet à la masse. On met aussi en place le micro. Donc là, c'est un P90 Bar Knuckle que Eric a acheté d'occasion. Et avant d'enfoncer au marteau les inserts de chevalet, on va juste vérifier qu'on a bien une continuité avec le fil de masse qu'on avait mis en place. On fait ça avec un multimètre en position test de continuité. Et si c'est bon, et bien ensuite avec une petite cale et un maillet, on enfonce les inserts en faisant attention de ne pas faire de traces sur la table de la guitare. On réalise les perçages pour fixer le micro P90. On met en place le circuit électronique dans la cavité et puis on peut visser les potentiomètres. Et on peut aussi percer et visser la plaque de jack sur la tranche de la guitare. Et mise en place des mécaniques et perçages en faisant attention à l'alignement bien entendu. Pour faire les réglages de la guitare, on a besoin d'un sillet. Donc on a réalisé un sillet en os à partir d'un brut. On est parti de 0 parce que Eric voulait apprendre à le faire. Donc d'abord on a mis le brut à la bonne largeur. On l'a ensuite dégrossi. Et ça nous a permis ensuite de tracer les 6 cordes sur le sillet et de faire les premières rainures avec une lime de 0,10 histoire de pouvoir positionner les cordes dessus. Avec un sillet dégrossi de ces manières-là, ça nous a permis de mettre en place les cordes. Donc on a regardé la bonne méthode pour mettre en place les cordes. C'est important que les cordes soient bien montées sur les mécaniques pour une bonne tenue d'accordage. Et donc là, on a mis en place les cordes grâce au sillet qu'on avait dégrossi. Et c'est important, une fois que les cordes sont montées, de bien les tirer, de bien exercer des pressions un peu dans tous les sens pour que les cordes se détendent un petit peu et ça va participer aussi à la tenue d'accordage. Mise en place enfin de la plaque de pickguard, pareil, celle-ci avait été réalisée par Eric avant le stage. On peut maintenant passer au réglage de la guitare et on commence par la hauteur des cordes au niveau du sillet. Donc là, on va tailler les gorges de sillet à la bonne largeur, donc au bon tirant qui correspond au tirant de corde qu'on a monté. Et on va descendre les cordes pour régler l'action au sillet correctement. Là, j'ai pas fait d'image, mais après l'action au sillet, eh bien, on règle la courbure du manche. On s'occupe aussi de l'action des cordes à la 12e case. Et une fois que c'est fait, on peut passer au contrôle de l'intonation. Et donc là, l'intonation est quasiment nickel puisqu'on avait pré-réglé aussi la position des pontets. Donc on a très peu de corrections à faire. Pour finir, puisque les réglages sont terminés, on peut mettre le cache d'accès à la vis de Truss Rod.
Voilà le résultat de cette guitare, franchement moi je le trouve super, on a fait une super finition dessus, j'adore le burst qu'on a fait dessus. La guitare sonne d'enfer, bref on a encore passé un super moment avec ce stagiaire. J'ai hâte de savoir quel sera le prochain projet qu'on proposera puisqu'à chaque fois je vous montre des comptes rendus de stage assez variés. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.